Donc, merci à tous d'être venus. Donc, on va essayer, alors, vaste problème de parler d'humour et d'analyser de l'humour, parce que dès qu'on analyse l'humour, c'est moins drôle tout de suite. C'est un peu souvent ça le problème, donc on va essayer quand même de... Voilà. Alors, je m'étais noté, j'ai cherché sur Google, blague imaginaire. Je vais vous la lire, vous allez voir, elle est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Que dit Sam Gamgee à son cher maître quand il veut visiter le métro parisien et qu'il n'a pas d'argent? Il dit « Maître Frodon ». Voilà. Tu sors. Je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'on a fait le tour un peu du sujet. Vous pourrez la sortir dans vos dîners, c'est cadeau. Comme ça, vous partez pas les mains vides. Donc voilà, sinon, deux autres précisions avant vraiment de lancer les questions à mes merveilleux invités qui sont tous auteurs et autrices de livres que vous pourrez retrouver après au Salon du Livre, donc n'hésitez pas. Donc moi, à la base, je devais être invité de cette table ronde, et donc je vais peut-être un peu plus prendre la parole qu'un animateur normal, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais je laisserai quand même la parole à mes camarades. Et j'ai rendu service à mes amis de l'Intergalactique, parce qu'ils sont trop cool et qu'on les adore, en animant. Donc, je n'ai jamais fait cet exercice, donc c'était très mauvais, mais vous pourrez vous en plaindre aux organisateurs de l'Intergalactique, pas à moi. Et sinon, comme moi je suis chercheur, je vous recommande 2 lectures avant de commencer, si ça vous intéresse ce sujet-là, Rire et Imaginaire, parce qu'il y a 2 thèses. Alors les thèses, hein, c'est long, donc il ne faut pas tout lire, même la mienne, il ne faut pas la lire, vraiment. Mais il y a 2 thèses qui ont été faites en France, dont une, j'étais dans le jury, donc je peux témoigner qu'elle était très bien. Une qui s'appelle simplement, qui a été faite par Gaël Dordain, voilà, qui s'appelle juste Littérature de science-fiction et humour. Donc, elle est trouvable en ligne, en PDF, hein, vous pouvez vous la télécharger. Et une autre de Gaël Langéo, les deux s'appellent Gaël, qui est une chercheuse en histoire qui a fait un travail sur l'humour anglais et H2G2, le lien avec l'histoire d'Angleterre. Donc je pense que c'est des choses dont on parlera peut-être dans la conférence, dans la table ronde. Voilà. Donc maintenant, alors pour lancer un peu la discussion, première question à vous tous et toutes, question très très large et très voilà, pour vraiment briser la glace. Donnez-moi un peu votre top 2 ou 3 d'œuvres imaginaires qui vous font rire. Voilà. Moi, c'est Galaxy Quest. N'oubliez pas le micro. Il y a un bouquin espagnol de Eduardo Mendoza qui s'appelle Sans nouvelles de Gourbe, qui est l'histoire de 2 extraterrestres en mission au-dessus de Barcelone. Et ils peuvent prendre des formes humaines. Ils étudient via la télévision terrienne à quoi ressemblent les humains. Et donc, pour pouvoir inspirer confiance, Gourbe descend sur la plage de Barcelone en ayant pris l'apparence de Madonna en bikini. Le reste du bouquin, c'est le journal intime de son collègue, qui est Sans nouvelles de Gourbe, et qui va partir dans Barcelone à sa recherche. Et on s'aperçoit que c'est pas lui l'intellectuel de la bande, dont il doit découvrir petit à petit la vie humaine. C'est à hurler de rire d'un bout à l'autre, et je recommande vivement. Merci. D'autres suggestions ou d'autres œuvres qui vous ont fait marrer, que vous pouvez revoir sans fin et qui vous font toujours rire? Ça peut être film, livre, jeux vidéo, n'hésitez pas. Hein. Pas d'inspiration. Rien ne vous fait rire. Si, moi je suis méga snob, donc allons-y. Don Quichotte. Voilà, je vous recommande. On rit. Non mais pour de vrai en plus. Mais c'est du dynamitage, Don Quichotte, hein, c'est clair. On pourra reparler, c'est une parodie de toute façon. Oui. Je vais faire la meuf sans imagination. Pour citer un peu les incontournables, donc notamment Douglas Adams, dont je recommande, enfin je sais qu'on parle beaucoup de H2G2, mais personnellement c'est surtout Dirk Gently, que j'avais beaucoup aimé, où il y a eu une adaptation télévisée récemment qui est plus ou moins fidèle, mais qui est très drôle aussi. Et puis voilà, Terry Pratchett, je pense que c'est dur de ne pas le citer, donc voilà, ça fait un peu les trucs... Bon, c'est pas très original, j'en suis désolé. Non, mais de toute façon, c'était ma première question après de parler d'eux, hein, donc il n'y a pas de... Et donc, pour faire peut-être un peu plus original et plus français, j'avais bien aimé aussi les bouquins de Catherine Dufour, Quand les dieux buvaient. Ouais, je vais être encore moins original du coup, parce que je vais citer des œuvres pour certaines qui ont déjà été citées. Moi, je suis un immense fan de Terry Pratchett depuis ma prime adolescence. Évidemment Douglas Adams, Jasper Fforde aussi, pour le côté humour métafictionnel assez savoureux. Barry Hughart, qui a écrit une trilogie très très drôle sur qui est un peu de la réappropriation culturelle quand même. C'est un peu, mais sur une Chine un peu fantasmée. Et puis voilà. Et puis en termes d'audiovisuel. Oui, bien sûr, Galaxy Quest. Je suis un immense fan de Galaxy Quest.
suite, tu seras vengé, tout ça. Enfin, ça fait partie de Par ces le marteau citations. de Par Graptar. le marteau de Drakmar, tu seras vengé. Ça fait partie de mes citations cultes. Et puis Rick et Morty aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ça fait déjà pas mal de références, avec des choses plus ou moins obscures et plus ou moins connues, donc ça c'est bien. Moi je rajouterais Futurama aussi, qui me fait beaucoup rire en SF parodique, on va dire. Et c'est vrai que dans l'audiovisuel, il y a beaucoup d'œuvres fantastiques ou imaginaires, humoristiques. Peut-être en littérature, c'est un petit peu moins courant, j'ai l'impression, on pourra peut-être en discuter. Mais du coup, oui, commençons par les éléphants dans la pièce, c'est-à-dire Terry Pratchett et Douglas Adams. On est obligé de parler un peu d'eux quand même 5 minutes. Même si on les a déjà mentionnés, donc il fallait, de toute façon. Alors moi, j'aurais mis même comme ancêtre peut-être Frederick Brown aussi, avec Martian Go Home, qui est un peu le premier à avoir vraiment eu un succès énorme avec un bouquin de SF parodique. Mais voilà, mais ce qui est intéressant avec Pratchett et Adams, déjà, c'est qu'ils ont vendu des pelletés de livres. On se souvient de la fameuse statistique que pendant les années 90-2000, 1% des livres vendus en Angleterre, c'est du Terry Pratchett. Donc il pèse dans le game, on peut dire. Et il y a un truc quand même qu'il faut marquer, c'est qu'ils sont tous les deux anglais. Donc est-ce qu'il y a un lien entre cet humour particulier de ces deux-là et l'Angleterre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée? C'est dur comme question, je sais. Les Monty Python, tout ça, quoi. Ouais, je pense que ça fait partie de cette mouvance, justement Monty Pythonesque. Enfin, ça existait déjà avant, puisque c'était déjà Trois hommes dans un bateau de Bloch. Donc effectivement, dans une société hyper policée qu'est l'Angleterre, il y a besoin de folie, en fait. Et du coup, la folie, elle s'exprime par l'absurdité. Et c'est assez marrant de voir cette espèce de société anglaise qui justement est extrêmement policée, où les humoristes vont chercher la subversion par l'absurde. Et puis un humour anglais très particulier aussi, qui est reconnaissable souvent. Est-ce que vous avez été marqué aussi je vous l'avais déjà tous un peu dit, mais par ces deux auteurs, quel est votre rapport à eux? N'hésitez pas. Alors, en manière d'introduction liminaire, Pour revenir vous allez tous dormir. Pour revenir sur le sujet de Pratchett, j'aimerais qu'on analyse l'effet de bord qu'il y a entre pastiche et parodie. Donc je lâche une bombe sur la table ronde. On peut y aller. Parce que Pratchett, au départ, commence de façon assez... Enfin, il pastiche, il parodie un certain nombre de choses, mais il les déborde tout de suite. Enfin, très rapidement, il dépasse la simple parodie pour trouver sa voie à lui et puis faire... comment formuler ça? Il arrive à aller au cœur de sujets de société complexes, sans jamais se départir de son humour. Et ça, c'est pas forcément une spécificité, mais c'est quelque chose sur lequel il va très loin et très fort, je trouve. Dans la série sur le gay, par exemple, où il y a beaucoup de réflexions sur la politique, la société. Enfin, il va aborder des problématiques de genre en reprenant des gros clichés de fantasy comme le nain ou des choses comme ça. Donc c'est très... Il y a un côté particulier à Pratchett qui, à mon avis, relève pas exactement de la parodie. On est peut-être dans une case à côté. Donc là, je suis en train de faire dérailler le machin, ça va être très bien. Mais on est là pour ça. Non, mais tu as complètement raison, et ça faisait partie des notes que je m'étais prises, alors tu me l'as un peu ôté. Je suis un petit peu agacé, désolé. Hein. Mais voilà, effectivement, il y a cette espèce de côté où Pratchett, il commence à faire de la parodie de Shakespeare dans Trois sorcières, et puis tout d'un coup, on vire sur la place de la femme, enfin c'est assez génial, et toujours de manière extrêmement drôle. On arrive à la revanche des inutiles dans Mortimer, et puis le rapport au génie dans Sorcellerie, où justement dans un monde de médiocres, quelle est la place de quelqu'un qui justement est assez génial et qui bat tout le monde en magie. Enfin, et à chaque fois, ouais, comme tu dis, ça part de la parodie, et puis on arrive dans quelque chose qui est complètement autre et qui est à la fois métafictionnel, pastiche et toujours extrêmement drôle en fait. Enfin, pas toujours. Certaines fois, il l'est pas. Il est plus en colère que drôle. Mais on peut aussi... oui, du coup, ça voudrait dire que Pratchett serait plus politique que Adams. Peut-être Adams est plus léger. Sans doute, oui. Tout ce qui concerne Veterini, par exemple, ou même quand sur un truc tout basique, dès le départ, Cohen le barbare, qui est au départ une grosse parodie de Conan, il dévie tout de suite sur le problème du vieillissement de l'icône, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui peu nombreux sont les auteurs, qui arrivent à aborder ça frontalement. Puis en plus, énorme production, quoi. C'est grande époque, qui sortait quand même 2 livres par an. C'est sûr qu'on comprend la puissance de Pratchett encore aujourd'hui. Et voilà, on peut lui rendre hommage.
sortir 2 bouquins par an, Marlène Schiappa y arrive, mais 2 Oui. bouquins par an avec cette qualité, c'est autre chose. Tout de suite, tout de suite. Et vous avez abordé un point aussi que je voulais aborder, c'est la question du méta générique, parce que j'ai l'impression que dans les genres de l'imaginaire, alors on le sait, ils sont très codifiés, la fantasy aussi, avec parfois des clichés dont on aime se moquer. Tous ceux qui ont fait une partie de jeu de rôle dans leur vie une fois ont toujours forcément fait une blague sur le nain, l'elfe, etc. Donjon de Nalbuck, évidemment, est basé là-dessus entièrement. Et du coup, est-ce que, par défaut, l'humour dans l'imaginaire, c'est d'abord un humour qui joue avec les codes de cet humour-là, qui va pousser ses codes un peu plus loin? On pense aussi à Spaceball qui parodie Star Wars. On pense, est-ce que c'est d'abord un humour générique lié au code, parce que le fandom de SF est très aguerri des codes? Est-ce que c'est d'abord un humour qui part de ça, ou est-ce qu'on peut faire vraiment de la pure satire politique, justement, d'abord? Je pense que c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire, quelque part, c'est peut-être le plus facile de se moquer des codes, parce que c'est des choses, déjà c'est un peu consensuel, parce que tout le monde les connaît, il n'y a pas trop de... tu sais que tu vas pas forcément te mettre de gens à dos non plus, à part les gens qui sont là, non, il faut pas critiquer la fantaisie, mais je pense pas quand même. Enfin, voilà. Est-ce que quelqu'un est comme ça ici? Voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi un peu limité, quoi. On fait vite le tour, et effectivement, dans Pratchett, ça apparaît un peu dans ses premiers livres, mais je pense qu'il n'aurait pas pu écrire 40 bouquins du Discworld en jouant que là-dessus, en fait. Ce serait un peu laborieux au bout d'un moment, quoi, en fait. Donc forcément, après, et puis je pense après, c'est aussi, quand on écrit, il y a un côté trouver aussi son propre style, sa propre patte. Donc au final, on commence toujours par partir de ce qui existe déjà, que ce soit en positif ou en négatif, hein. Donc, y compris la parodie, ce serait plutôt une façon de se distancier de certaines choses. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc de construire un peu son univers à soi, et ses propos, etc. Je suis tellement d'accord. C'est pas grave. Mais non, alors peut-être pour essayer de coudre les trucs ensemble, en fait, il y a peut-être deux façons d'aborder le rire dans ces univers-là. Il y aurait un rire de connivence qui est genre, on a tous les mêmes références et puis on va se moquer, et du coup on est heureux de se retrouver dans une certaine forme de se moquer. Alors le problème de ce rire-là, c'est qu'une fois qu'on a expliqué que les clichés étaient des clichés, les archétypes des archétypes, ça va pas beaucoup plus loin en fait. Je veux dire, on peut continuer à en rire indéfiniment que le nain il est petit et l'elfe il est arrogant et qu'ils se détestent. Mais en même temps, en fait, il n'y a pas de... Et de l'autre côté, il y a ce truc-là que tu disais sur les Monty Python et le cadre politique, c'est le rire émancipateur en fait. C'est que c'est un endroit de libération en fait, et que du coup, je pense que si Pratchett il utilise le rire, c'est aussi pour se permettre de dire des trucs qui seraient ultra soit pontifiants, soit où il serait obligé de s'arrêter dans sa démonstration à un moment parce qu'il se rend bien compte que ça risque de grincer ou de poser problème. Donc du coup, le rire lui permet d'aller plus loin. Voilà. Et j'ai envie de poser tout de suite une troisième pierre sur le chemin, parce que moi, j'écris pas des trucs très marrants, on peut pas dire ça, jusqu'à il y a pas longtemps. Et en fait, je trouve en tant qu'écrivain, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en tant que lecteur. Je trouve c'est très dur de trouver des livres qui me font marrer. Et je pense que c'est incroyablement difficile d'écrire des choses drôles. Mais par contre, en tant qu'écrivain, pour moi, c'est toujours un truc d'émancipation, y compris du cadre que je me fixe. C'est-à-dire que quand je pète un truc dans ma narration, c'est vraiment parce que je suis coincé et que cette scène, elle me fait chier, j'ai pas envie. Et du coup, je fais une ellipse. Oui, et je fais une ellipse de tous les trucs importants. Et là, ça me fait ricaner. Et pendant l'ellipse, ils ont sauvé la princesse. Enfin, il y a ce truc-là. Et là, je me rends compte que j'ai. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un truc de soulagement par rapport à mon propre travail qui fait que. Bref, voilà. Et pardon. Et non. C'est tout. Merci. Non. Ta nouvelle sur ton uchronie sur les Beatles, qui était une nouvelle publiée il y a déjà quelques temps, enfin le truc me dit pas que c'était pas drôle. Elle est hilarante. Ah bah voilà. En toute objectivité. Mais du coup, vous qui êtes tous auteurs et autrices, la question que je me pose aussi, c'est cet humour très méta-générique qui est entre guillemets facile, c'est jamais facile de faire rire, mais qui est plus abordable et qui est peut-être va parler aussi plus du grand public sur les gros clichés de la SF ou les gros clichés de la fantasy. Est-ce que c'est pas aussi un obstacle? Alors pour le coup, Pratchett il s'en est sorti quand même. Est-ce que c'est pas un obstacle au world building? Parce que construire, on sait tous que le plaisir des gens qui aiment l'imaginaire, c'est aussi avoir un monde qui a l'air cohérent, qui a l'air immense, qui a l'air infini. C'est ce qui a la force de Tolkien, etc. Mais du coup, quand on fait rire de ces mondes-là, est-ce qu'on casse pas un peu le délire? Du coup, est-ce qu'on sort pas un peu du délire?
Pratchett, lui, est effectivement dans la tradition du Palais des Monty Python, c'est un humour basé sur l'absurde. Et l'absurde chez Pratchett a une modalité très particulière, c'est qu'il va partir d'un concept absurde et il va en tirer toutes les conséquences logiques. C'est-à-dire que par exemple, le disque monde, il part d'une vision mythologique de la Terre plate, posée sur le dos de 4 éléphants, posée sur le dos d'une tortue, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aller au bout du truc en disant, ok, mais maintenant la tortue, elle est mâle ou femelle ? Et donc, quand la tortue mâle, si elle est femelle, quand la tortue mâle arrive, il se passe quoi ? Ben voilà. Et là, c'est là où est la force de Pratchett, c'est qu'il va tirer chaque élément délirant de son univers, va être tiré méticuleusement et très sérieusement dans ses conséquences logiques. Et c'est ce sérieux dans le traitement de Pratchett qui en fait la force. Comme disait Marcel Gottlieb, qui s'y connaissait, l'humour est une chose trop sérieuse pour la laisser à des rigolos. Que j'ai ajouté. Non, après, je pense. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend aussi par la cohérence, le world building, etc. Mais parfois, l'humour, ça peut aussi être une façon de se sortir facilement de petites choses. Je pense au truc. Enfin, je sais pas, qui est souvent utilisé au final. Enfin, j'ai l'impression de voir régulièrement. C'est le truc. Non, mais ça, on se croirait dans un film, hein, dis donc. Ah. Et puis, du coup, comme c'est dit, bah, ça va en fait. Enfin, les personnages le reconnaissent, donc du coup, ça évacue un peu la critique que pourrait faire le spectateur. Enfin, il y a ce genre de choses qui peut arriver. Donc parfois, ça peut être aussi utilisé à des fins un peu de magouille pour faire genre non, mais la cohérence, il n'y a pas de souci. Regardez, les personnages, ils se rendent compte que c'est ironique, donc ça va. Paul Verhoeven s'en tire très très bien dans son Total Recall, où il le construit là-dessus, justement. Et dans Starship Troopers aussi, finalement. Ouais. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, l'humour d'une chose trop sérieuse pour être confiée au rigolo, je pense qu'en réalité, Terry Pratchett, moi je ne l'ai jamais côtoyé, mais je ne sais pas si c'était quelqu'un de vraiment très très drôle. J'imagine plutôt, finalement, après avoir lu tous ses romans, quelqu'un de très très en colère. Et c'est assez marrant, effectivement, de se dire que, comme tu disais aussi, Léo, le fait de masquer un peu le côté je veux pas être pontifiant, je veux pas vous dire que le monde c'est de la merde, le fait de le masquer par l'humour, ça permet justement de beaucoup mieux le faire passer, de montrer un peu l'absurdité de tout ce qui l'entoure. L'humour et la politesse du désespoir, par exemple. Voilà, en l'occurrence, je pense que c'est particulièrement ça. Mais après, c'est un exemple rare de Pratchett, c'est-à-dire que justement. C'est pas très très courant qu'on arrive à avoir un univers qui est de base humoristique, parodique ou satirique, et en même temps justement un univers, un monde étendu, un univers très riche. Et c'est vrai que c'est sa grande force qu'il a réussi à imposer. Mais c'est pas très facile. Bon courage à ceux qui essaient de le faire. J'ai encore une connerie à dire. Je suis désolé, je suis dans ton angle mort, mais j'ai une connerie à dire. Non, mais c'était juste sur la préoccupation du world building. On peut. C'est un truc qu'on peut faire, on peut aussi tout casser, quoi. Et que l'humour, c'est aussi un très bon outil de world destroying. Enfin, c'est que précisément, les Monty Python, ils sont rien en train de construire, hein. Ils sont juste en train de faire pipi sur la Bible et sur le mythe arthurien et sur le. Enfin, il y a un truc aussi très jouissif dans le fait de tout casser, en fait. Oui, mais cette injonction à la construction, c'est aussi une question. Enfin, alors, Léo, juste, tu es en train de spoiler la table ronde de tout à l'heure sur les punks. Hein. Je te le rappelle. Mais tout est lié, tout fait sens. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que je sais, en tant que personne qui a étudié beaucoup les fans d'imaginaire, que le premier truc qu'on leur demande, pourquoi vous aimez l'imaginaire, c'est le monde, c'est les univers. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette question revenait. Mais... Alors après, pour répondre plus spécifiquement à cette question, moi, en vrai, le world building, ça me fait chier. Donc, Pareil. enfin voilà, je suis désolé, mais effectivement, faut créer une histoire, et quelque part, le world building, c'est le cadre. Alors, il faut plier le cadre pour qu'il entre dans l'histoire. Et c'est pour ça que c'est facile en imaginaire, parce qu'on peut plier la réalité et le cadre réel autant qu'on veut. Donc du coup, c'est comme ça que c'est intéressant. Et finalement, moi, l'humour, je l'utilise peu. Hein, j'écris pas des trucs drôles, enfin censément drôles. Mais par contre, je l'utilise quand justement l'action est trop solennelle, en fait. Et que à un moment, je me dis ah non, mais là c'est chiant. T'es en train de faire du Conan le barbare, quoi. Et c'était pas le but. Donc du coup, je fais une scène de bataille. Forcément, le mec qui se fait embrocher, c'est avec une brochette et il y a encore des poivrons au bout. Enfin, et du coup, c'est juste une manière de dire ok. Je sais que je fais une scène un peu sérieuse, mais restons calmes, c'est pas si sérieux que ça, quoi. Oui, alors du coup, est-ce que ça veut dire que quand on sort de cette question du détournement, de la parodie des genres, arriver à être drôle aussi dans un univers qui se veut à la base sérieux,
c'est aussi justement faire un petit clavier en disant là ils se prennent trop au sérieux, on va un peu on va montrer que tout ça c'est aussi trivial que c'est-à-dire le grand discours vous savez tous d'Alexandre Astier sur Kaamelott, de dire moi ce que je rends drôle c'est pas la parodie de l'univers est très sérieux. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, comme tout le monde, ils avaient des problèmes de couple, des problèmes, ils avaient faim, et puis ils voulaient aller à la chasse, ils n'arrivaient pas, et puis ils galéraient. Est-ce que c'est aussi par les personnages, du coup, par leurs interactions et leur côté médiocre que ça peut passer cet humour? Ah, c'est pas faux. Trop C'est facile. faux. Et sinon, est-ce que chez vous, ça passe par les personnages ou... Oui, enfin, je pense que ça peut être aussi un moyen. Après, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on écrit, des types de personnages aussi, parce que forcer des personnages à faire de l'humour quand ils sont pas censés être drôles, pour le coup, je trouve que ça donne des trucs qui marchent pas forcément très bien. On a un personnage qui est censé être super sérieux, qui d'un coup se met à faire des vannes. Parfois, ça tombe un peu à plat, je trouve. Et parfois, quand c'est un peu forcé, je pense par exemple à, je vais être un peu critique, mais voilà, Je sens venir le truc. certaines productions Marvel et compagnie, où il faut toujours les petites punchlines un peu rigolotes à certains moments, etc. Et parfois, parfois ça passe très bien, mais parfois, ça tombe un peu à plat, quoi. Et je pense que ça peut aussi être d'avoir des personnages, au contraire, qui se prennent très au sérieux, en fait, et qui vont jamais faire de blagues, etc. Et ça, parfois, ça peut être très drôle aussi. Et Pratchett arrive à faire rire avec la mort. C'est quand même pas donné à tout le monde. Uniquement en majuscule. Ouais. Et oui, alors du coup, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça aussi, mais c'est cette idée que chez Pratchett, il y a l'humour avec du sérieux, qu'on peut faire de l'humour avec des gens très sérieux, et au contraire, on peut. Alors c'est vrai que j'allais venir à Marvel, c'était une de mes questions évidemment, parce que c'est cette idée qu'on ne peut pas faire un film d'imaginaire aujourd'hui sans avoir des punchlines réécrites par le 12e scénariste qui arrivait après tout le monde pour mettre des blagues. Joss Whedon, on te regarde. Et du coup, ça pose question. Et moi, je me posais aussi la question du sidekick rigolo, qui est vraiment un classique de C3PO dans Star Wars, à tout ça. Est-ce que c'est pas un truc enfantin, ça nous fait rire avec ça? C'est le personnage mignon qu'on a aussi envie d'acheter après en figurine. Mais est-ce que c'est un passage obligé ou comment on arrive à se passer de ce truc-là pour faire rire? C'était une de mes questions aussi. Vous avez un peu répondu déjà, mais si vous voulez ajouter des choses, parce que c'est vrai que les sidekicks rigolos, on peut plus un peu aussi. Pour moi, c'est une question de forme. Après, je suis désolé, la plupart des trucs me font pas rire non plus. En fait, je crois que je suis vraiment pas un mec marrant. Et pour le coup, Astier me fait vraiment, vraiment pas rire. Mais précisément parce que pour moi, c'est vraiment une question de cadre et de forme. Et peut-être que la limite de ce que tu dis là sur le sidekick rigolo, c'est que c'est genre un peu obvious. On va vous faire marrer, alors on va y avoir un personnage qui raconte des blagues. Et le truc, c'est qu'on est déjà en train de raconter une histoire. Donc si dans l'histoire, on a besoin d'un personnage qui raconte des blagues pour faire rire, c'est vraisemblablement que ton histoire, elle est pas marrante, quoi. Enfin, tu vois, c'est le truc du Sparkle Maker qui met des vannes à la fin. Je veux dire, c'est que globalement, ton film Marvel, il est pas drôle. Et donc, tu vas juste avoir quelqu'un qui va dire 2 ou 3 trucs marrants et pour avoir le quota de rire. Et ça veut dire aussi que c'est pas ton projet artistique de faire rire, et que t'as pas réfléchi à quelle était la part de rire dans ton truc. Donc après, dans les gros blockbusters, de toute façon, ils font tout. C'est-à-dire que tu vas avoir de la baston, et puis de la romance, et puis du drama, et puis de l'émotion, et puis du rire, et que ça fait un espèce de cocktail. Et pour moi, c'est vachement moins intéressant que d'autres formes de rire. Je préfère le sidekick dépressif qu'il y a dans justement le H2G2. Ouais. Oui, mais c'est vrai que ce que vous disiez, c'est-à-dire que Hollywood, c'est Hollywood, donc c'est un endroit particulier. Mais ce qui est marrant, on peut constater qu'il y a très peu de comédies qui marchent aujourd'hui à Hollywood. Ça existe quasiment, le genre comédie qui est quasiment mort, à part en série télé, mais au cinéma. Or, il y a de l'humour partout dans les blockbusters, quoi. Il y a pas, alors d'ici, c'est de faire le blockbuster sérieux, mais bon, c'est notre problème. Mais du coup, voilà, c'est vrai que cet humour partout, c'est humour nulle part un peu, quoi. C'est à force de le noyer dans les explosions et en plus même dans ces films-là, Marvel, pour ne pas les citer, ça a tendance un peu à casser l'épique, du coup, parce que justement, une scène qui pourrait nous prendre et nous emporter, il faut qu'il y ait un petit personnage sidekick qui dise une petite blague pour dire c'est un peu trop sérieux là, et du coup là, ça désamorce au moment où ça pourrait être aussi fun que ce soit épique et premier degré, quoi. Donc c'est tout le problème du premier ou du deuxième, ils n'arrivent pas trop à doser. Oui, je pense que c'est une question de comment doser, etc. Moi, alors c'est pas vraiment de la fantasy, je suis désolé, je m'écarte un peu, mais une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup, c'est la série de Yakuza, et où pour le coup, je trouve que ça marche très bien en fait. Il y a des choses très sérieuses, des choses très épiques, y compris complètement outranciers, un peu ridicules parfois, enfin, et assumées. Et en même temps, il y a aussi le côté très drôle, et je trouve que ça peut arriver à fonctionner en fait. Après, c'est effectivement le truc de l'injonction. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus se forcer à être drôle
et puis c'est peut-être aussi une question, parce que enfin, moi je sais qu'on me dit souvent, tu écris des trucs drôles, mais j'ai pas forcément fait conscience, quand j'écris des trucs, de dire, bah là, je vais faire des trucs drôles, c'est juste... Enfin, ça vient plus ou moins naturellement, enfin voilà, la nature qui est enfin, drôle ou pas, mais voilà. Bon. Non, mais voilà, enfin, c'est pas... comment dire, c'est aussi enfin, je pense que ça vient aussi avec le style, la façon d'écrire, etc. Qu'il y a des gens qui sont, pour qui ça va venir naturellement d'être drôle, pour d'autres ça va être plus facilement de virer dans le côté plus très sérieux en fait, ou très, enfin, de tirer des larmes. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Enfin, quand je dois écrire des scènes tristes, j'y arrive pas et je fais des blagues dedans, donc ça marche. Voilà. Ce que tu disais, c'était vraiment cacher les espoirs par l'humour. Alors, on va arriver aussi à forcément une question centrale. Non, tu voulais, oui. Ah, mais fais ta blague. Hein. Et c'était pas vraiment une blague, mais il y a un truc qui m'a popé dans le cerveau dans la discussion sur œuvre de fantasy cinématographique qui me fait marrer, Princess Bride. Chef-d'œuvre. Et le truc qui est incroyable dans Princess Bride, c'est que c'est totalement premier degré. En fait, pour le coup, il n'y a absolument pas ce truc de hint au spectateur que genre on est ensemble, on rigole. C'est-à-dire qu'il y a les scènes épiques. Et Princess Bride, moi, ça m'arrache des larmes à chaque fois. Enfin, le truc de je veux que tu me rendes mon père fils de pute. Enfin, il y a un vrai truc de... Et c'est une réplique méga sérieuse dans un truc, alors que c'est le personnage qui, à la fois, est stylé et te fait marrer depuis le début. Et il y a ce... Ouais. Et donc, à y réfléchir. Pour la prochaine table ronde, j'aurais réfléchi à Princess Bride. Pourquoi c'est si bien. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Et tu apporteras une brouette. Et le roman de William Goldman est pas mal aussi, mais il est très différent du film. Je conseille les deux parce que c'est intéressant de les comparer. Mais bon, sans Peter Falk, c'est moins bien. Et du coup, alors, j'en arrive à la grande question, pas sur la vie, l'univers, calmez-vous, mais évidemment celle de la parodie ou de la satire sociale, parce qu'on vit dans une société, je ne sais pas si vous saviez. Ouais, on vit dans une société, il paraît. Hein. Et bien sûr, l'humour n'a pas que la fonction de délassement dans la vie, c'est aussi la fonction de mettre le doigt sur les tensions, sur les absurdités de notre quotidien. Et l'imaginaire a beaucoup joué là-dessus, dans les dystopies, bien sûr, dans toutes les formes d'imaginaire lointain ou d'anticipation qui jouent avec ça. Mais en même temps, il n'y en a pas, quand on demande aux gens comme ça quelle œuvre critique la société en imaginaire, ils n'ont pas tant que ça qui viennent. Alors évidemment, on parlait de Pratchett, etc. Mais des évidences. On m'a dit Brasil, moi par exemple. On m'a dit Idiocratie, qui est un peu la tarte à la crème de l'allégorie sociale, hein, bon, qui marche toujours bien. Mais en humour et critique sociale, qu'est-ce qui vous vient un peu comme esprit, à part Pratchett? Le roman de Renard, retournons aux sources. Allons-y, oui, bien sûr. On pourrait reparler de Don Quichotte. Autobiographie transsexuelle avec des vampires de Lizzie Krodaga. Voilà. Mais qui, pour le coup, non, mais enfin, là, je pense que c'est aussi un très bon exemple d'usage de l'humour comme biais d'émancipation et comme biais politique. C'est-à-dire que c'est quand même à mon sens, après tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais à mon sens, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est beaucoup un livre qui interroge évidemment les questions de genre et de transidentité. Et en fait, à chaque fois, les réponses qui sont attendues dans les dialogues, c'est des réponses de vampires, en fait. Donc il dit, ouais, enfin... tes questions que tu te poses, ça va. Moi, je suis un être immortel, je bois du sang. Et donc, du coup, c'est super. Je sais pas comment dire. C'est à la fois très marrant parce que ça reprend les codes du fantastique et de ces espèces d'univers de fantastique contemporain avec des romances entre vampires et loups-garous et compagnie. Et en même temps, c'est pour aborder une question très sérieuse et sans jamais... je sais pas comment dire. J'ai adoré. C'était une déclaration d'amour à ce livre que je tenais à faire en direct. Merci. C'est beau. Non, mais lisez-le, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Du coup, peut-être que tu veux commenter ce retour dithyrambique ou justement nous expliquer comment tu arrives à manier humour et on va dire critique de société, même si c'est un peu vas-y, bateau. Comme je disais, en fait, moi, à la base, j'ai pas forcément... Enfin, je me dis pas, je vais écrire un truc drôle, en fait, c'est ça. Par contre, après, effectivement, quand on parle de certaines choses un peu sérieuses, soit on y va en mode vraiment super réaliste, super social, etc. Et du coup, ça fait un peu du Zola, je sais pas, enfin... mais du coup, il faut réussir à le faire, ce qui n'est pas mon cas, déjà. Et puis, c'est plombant, quoi, enfin, un peu. Donc, forcément, enfin, il y a des moments, enfin... Ouais, le truc de... Je sais plus la phrase, là. L'humour avec le désespoir, machin. Enfin, oui, en vrai, quand on vit dans une société, en plus, elle est un peu pourrie quand même. Et voilà, la période actuelle n'est pas forcément
la joie, etc. Donc, à un moment, voilà, je pense que l'humour, c'est aussi une stratégie de... Enfin, c'est ça ou pleurer, quoi. Donc, on va choisir. Voilà. Mais est-ce que quand même ça peut avoir un pouvoir de subversion, de changer les choses, soyons modestes. Mais on sait très bien que une des premières choses interdites dans une dictature, c'est l'humour. Donc ça c'est... Je reprends le micro, mais promis, après, je le touche plus. Ouais. Non, mais en fait, il y a sur l'humour et la subversion, moi, je trouve que c'est aussi ultra compliqué. Parce que là, j'ai affronté le week-end dernier des blagues glauques. Et en fait, je me suis dit, c'est assez chelou parce qu'une blague glauque, c'est une blague, mais en même temps, tu as quand même dit un truc glauque. Quoi. Et c'est comme les blagues racistes ou les blagues sexistes ou les blagues transphobes, c'est-à-dire que tu as la dimension blague et tu as quand même, en vrai, tu as quand même le propos méga craignos qui va avec. Et le fait que ce soit enrobé dans une blague, ça permet aussi de se compter entre gens craignos. Quoi. C'est-à-dire que si tu fais une blague raciste, c'est pas, tu as dit un gros truc raciste de merde et les gens ils vont te tomber dessus, c'est juste, tu as fait une blague, tu regardes qui rit pas, et puis tu peux reculer d'un pas, et tu peux... Donc du coup, il y a quand même une vraie question qui est sur à quoi sert l'humour et qu'est-ce qu'on fait avec l'humour. Et là où je trouve que dans le bouquin Bidi ou dans d'autres trucs, c'est aussi intéressant, c'est que ça se pose pas sur... c'est une blague avec un contenu politique, c'est que c'est un système, en fait, un système de narration et un système de compréhension du monde grâce auquel on rit, mais qui est pas... voilà, cette phrase n'a pas de fin, donc je vais reposer ce micro et promis, je ne parle plus. Enfin, tu es en train de nous expliquer que l'humour nazi n'est pas très drôle, en fait. Pour toi, il est nazi, donc par définition, il est pas drôle. Et oui, donc du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, donc ça veut dire que forcément, l'humour doit briser des choses, casser des frontières, essayer de dépasser voilà, les clichés, justement, et que rire ensemble, c'est faire communauté. Et donc, du coup, les gens qui rient d'un truc dont on se sent gêné, c'est pas ma communauté, je ne veux pas être avec eux, et donc c'est eux qui vont dire après qu'on peut plus rien dire, etc. Et donc, du coup, peut-être que s'ils peuvent plus rien dire, c'est que d'autres communautés se sont aussi fait jour pour être contre-pouvoir aussi. C'est ça la force des subalternes qui s'organisent, quoi. Et rire ensemble aussi, peut-être des puissants, justement du sexisme, toutes ces communautés ou ces groupes sociaux dominants. Ben, d'ailleurs, souvent, on voit qu'ils n'ont pas d'humour. Hein. Quand vous avez déjà vu un discours de CAC 40, de directeur du CAC 40 qui fait son bilan annuel, très peu de blagues. Hein. Voilà, donc c'est que peut-être aussi que l'humour, ça vient aux faibles. Peut-être qu'ils en font des blagues, mais qu'on les comprend pas. Hein. Ah, les 3%, ça m'a fait rire. C'est ça. Non, Donc, oui, enfin, moi j'ai un vrai métier où effectivement, des fois les gens font des blagues et t'as juste envie de dire, enfin, bon, t'es pas drôle, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est juste effectivement, comme tu disais, tu fais partie d'une communauté qui va comprendre la blague, qui va en rire. Si ça se trouve, 3%, ça les fait rire à chaque fois. Hein. Donc, et puis, bah, il y a nous, ce qui nous fait rire, c'est toi et mon frère, prépare-toi à mourir. C'est les blagues de Terry Pratchett, c'est l'humour absurde des Monty Python. Enfin, et c'est cette espèce de côté où, bah oui, tu déverses quelque chose dans cet humour, tu te dis que il y a une critique derrière qui est ce qu'elle est. Hein. Quand les Monty Python font la silly walk, c'est juste pour se moquer, justement de toute cette upper class qui montre qu'elle est upper class jusque dans sa gestuelle. Donc quelque part, oui, c'est extrêmement subversif sous couvert d'absurde en réalité. Bon, bah, c'est sûr que moi, ça me fait plus marrer que l'humour cahier des charges des Marvel, hein, où il y a un sidekick rigolo, parce qu'il faut qu'il y ait un sidekick rigolo, sinon tout le reste, ça n'apporte rien, quoi. oui, puis je pense aussi, quand on fait de l'humour, je pense que ça peut être tentant parfois de dire non, mais c'est de l'humour, donc du coup, mais c'est pas un paravent à toute critique, en fait. Et clairement, si on fait. Après, parfois, on peut se planter aussi, ça, faut le dire, c'est-à-dire, on pense faire un humour une blague pour critiquer quelque chose, et en fait, tout le monde pense que c'est qu'on reprend le truc, ça peut arriver, et parfois, ça peut juste être, voilà, on s'est planté, ça arrive, c'est pas dramatique non plus. Mais parfois aussi, c'est juste, oui, parfois, l'humour, c'est une façon de tenir des propos et dire non, mais je le pensais pas vraiment, c'était une blague, pour après reculer. Voilà, c'est vraiment effectivement une stratégie de j'avance d'un pas, je recule et puis je regarde un peu les réactions et puis, et c'est un peu facile, quoi. Donc, pour moi, effectivement, faire de l'humour, ça demande aussi avoir une certaine honnêteté de dire, oui, en fait, tu peux critiquer si t'es pas d'accord. Après, on peut ne pas être d'accord avec des gens, hein, c'est pas non plus dramatique. Bon, après, quand c'est des nazis, c'est un peu plus compliqué, mais voilà.
Mais Tu as voilà. le droit de ne pas être d'accord avec les nazis. Ça sera la leçon de cette table ronde. Non, mais c'est une question de bataille culturelle, en fait, au sens où... Rapport de force. Ouais, de rapport de force, de groupe social, effectivement, on dit... Rapport de farce. Oh, oh. Bien joué, bien joué. Elle est vraiment bien. Non, mais effectivement, cette espèce de côté où, quand on fait de l'humour contre les nazis, c'est forcément qu'on s'oppose contre les nazis. Donc là aussi, on compte un peu ses amis. Ça crée une espèce de mouvance, enfin comme je disais, de groupe social. Mais quelque part, oui, les nazis, ils l'ont compris aussi. Donc ils font la même chose de leur côté. Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on fixe les frontières. Oui, c'est ça, les frontières des groupes se construisent comme ça. Donc on peut se moquer de la moustache d'Hitler. Voilà. Ça, c'est important. Même si le physique, faut pas, mais là, oui. Alors, je voulais parler aussi d'une autre forme. Oui, Si on n'a pas le droit de faire des blagues à propos de physique, des blagues sur Schrödinger, c'est exclu du coup. physique quantique, c'est autorisé. Ouais, ouais. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Le petit chat est mort. Ou pas. Et du coup, alors je voulais venir à une autre forme aussi d'humour que je trouve très présent dans l'imaginaire, peut-être plus que dans, on va dire, le reste de même si les frontières des genres. C'est aussi l'humour aux dépens de l'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre qui n'a pas cherché à être drôle, mais le nanar évidemment au cinéma, l'œuvre tellement nulle qu'elle devient drôle. Et il y a une vraie culture de ça chez les fans d'imaginaire qui est très importante, ou de faire de. Alors le problème, c'est que quand le nanar devient juste un film qui fait exprès d'être mauvais. On connaît tous ces parodies type le truc avec les requins, la Sharknado, voilà, qui veut être nanar, mais en fait qui n'en est pas un, puisqu'ils font exprès d'être nuls. Mais ceux qui mettent la sincérité, et elle est touchante, et elle est un peu drôle, mais sans... Voilà, après on peut se moquer aussi, mais est-ce que vous êtes sensible à ce type d'humour, de drôlerie, mais pas vraiment avec l'œuvre finalement? Mon grand drame, et on parlait de Marvel, ça va reboucler avec ce que tu disais sur Marvel, mon grand drame de cette année, c'est qu'on devait monter avec une petite salle à Paris une projection unique au monde du 4 Fantastiques de 94 de Roger Corman, fait avec à peu près le budget d'un épisode de Caméra Café, qui est un film ultra touchant, ultra rigolo, mais qui a un ratage un peu apocalyptique. Et les avocats de Marvel n'ont pas beaucoup d'humour. On était prêts à leur verser des ronds pour pouvoir... Et le truc, ils nous sont tombés dessus quand même. Et on n'a pas pu le faire. Ça aurait été une super soirée. Oui, je suis assez sensible à ce genre de conneries. Il faut d'ailleurs préciser pour ce film que c'est un film qui a été fait uniquement pour garder les droits, parce que s'ils faisaient pas de film, ils perdent, comme Sony aujourd'hui fait des films Morbius, pour la même raison. Mais le producteur a confié les clés à Roger Corman, qui lui a fait ça très sérieusement, Bien sûr. mais avec les moyens qu'il avait. Et c'est probablement le meilleur film qui est fantastique jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, je le défends. Oui, je le défends aussi, mais j'irai peut-être pas jusque-là, c'est compliqué. Ouais. Face au dernier, qui peut être vu comme un nanar aussi. Hein, mais... Est-ce que vous avez cette expérience de l'humour malgré l'œuvre? Moi, je sais pas, en général. Enfin, moi, ça m'arrive qu'on me dise « Ah, mais t'aimes bien les nanars, etc. » Mais moi, je sais pas. Enfin, en général, c'est des films que j'aime sincèrement. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu prends mal quand on dit ça. j'ai des goutiottes. Voilà. Est-ce que tu as vu Six Strings Samurai? Ou dans un univers, C'est génial. c'est fabuleux, un C'est univers extraordinaire. post-apocalyptique avec un clone de Buddy Holly qui a un katana caché dans sa guitare et qui dégomme des communistes. C'est fabuleux. Et des zombies. Non, Et mais c'est la formidable. musique y est top. Hein. C'est un groupe Complètement. russo-californien qui fait ça je veux absolument bien avoir génial. le nom. Six Strings Samurai. Six Strings, 6 cordes. 6 cordes. Et le samouraï à 6 cordes. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une mouvance comme ça de ces films à petit budget, mais d'exploitation, on peut se dire, qui vont jouer sur l'outrance parce qu'ils savent qu'au moins ça fera un petit peu des festivals. Et... Oui, parce que c'est du cinéma, justement, effectivement, comme tu dis, d'exploitation. Moi j'aime beaucoup les catégories 3 hongkongais, justement pour ça, effectivement. C'est des films qui vont tellement loin dans l'outrance qu'ils en sont drôles au final, même s'ils essayent d'être des films gore, d'être des films d'horreur, etc. Mais oui, cet humour sur l'œuvre, moi, il me met toujours un petit peu mal à l'aise, parce qu'en plus, même lui, il crée... Alors, en fait, c'était quelque chose que je revendiquais, cet amour des nanars, jusqu'à ce qu'apparaisse le site Nanarland, où il y a eu cette espèce de moment où on dit, mais il suffit de regarder un extrait et on a tout compris de l'œuvre. Et en fait, non, l'expérience, elle est complète. Il faut se regarder le film en entier, et de préférence avec des amis et avec des bières. Des Et pizzas. une pizza. On reconnaît les vrais. bien Côté sûr. pizza-bière. Ah, ça, bah, mais oui, si tu veux ajouter un truc. c'est consubstantiel de l'œuvre. Ah, mais t'as toujours le droit. Non, On n'est pas là pour On censurer. t'aime, j'ai Léo. une question. Oh, c'est gentil. Oh. Non, j'ai une question. Est-ce que ce truc-là du nanar existe en dehors de la France? Bien sûr. Merci pour cette réponse. Regardez, non mais. Voilà, pour les fans de Karim Debache, regardez Troll 2 par exemple, qui est un film qui n'est pas la suite de Troll 1.
Mais En fait, ma question, c'est pas tant est-ce qu'il existe des nanars qui ne soient pas français, que est-ce qu'il existe cette culture Ah de oui. prendre plein de temps de s'asseoir et de se foutre de la gueule d'un film, de se Bah, réunir donc, entre... C'est les Est-ce qu'il y a un Midnight nanarland Movies. américain? Oui, c'est les Midnight Movies exactement, au c'est ce départ. que j'allais dire. Ouais. Mais oui, bah, du coup, c'est Troll 2, par exemple, il y a un super documentaire qui s'appelle The Best Worst Movie, qui raconte les 20 ans de la vie de ce film après sa sortie, où des fans se réunissent tous les week-ends et rient du film. Alors, et en plus, le réalisateur est atterré, parce que lui, il a fait un film qui pensait premier degré sur les vampires, sur le féminisme, sur plein de choses. Et bon, quand on voit le film, on se dit, bon, il faut aller chercher loin la métaphore, mais lui, il pense que c'est premier degré, et donc on le voit s'écrouler pendant que tout le monde est mort de rire dans la salle où il y a une projection du film. Mais il y a vraiment cette culture-là, elle est très présente aux États-Unis, et les Midnight Movies, donc avec Rocky Horror Picture Show. Je voulais en parler à la fin, en plus des comédies musicales d'horreur, parce que c'est tout un genre en soi d'humour. Voilà. Tu pourras, vas-y, n'hésite Il y a pas. aussi l'espèce de statut culte de The Room. Oui, bien sûr. Hi, Marc. Oui, vas-y, reviens, parce que tu voulais... Non, mais en fait, J'ai les chiffres. je suis pas sûr que j'en sais rien. Voilà. Merci. En Italie Est-ce aussi, que ils vous ont une m'aimez grande toujours? culture, C'est ça la question. on parle... Ça va être un plébiscite en fait cette table ronde. On parle aussi beaucoup d'Amérique, mais on pourrait parler des films italiens, les films de Mario Bava, etc., qui sont parfois des chefs-d'œuvre et parfois la limite du nanar aussi, et qui là-bas il y a une culture en Italie du nanar qui est extrêmement présente, où ils font des festivals, donc je pense que c'est assez répandu partout. Par contre, la question qui se pose et qui est intéressante, c'est que ça n'existe très peu hors du cinéma. Il y a très peu de nanar livres. Moi, j'ai pas d'exemple en tête de livres que je lis pour vraiment parce qu'il est nul et qui me fait marrer quoi. Et même en série, très peu. C'est vraiment Jimmy un truc- Dieu. Alors ça Alors. c'est un peu un troll, mais Rêve de fer de Spinrad, quelque part. ouais. Après ça dépend. Oui, ça dépend. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est très cinématographique et moins en jeu vidéo aussi, parce qu'il y a évidemment le genre du grenier en France, tous ces trucs-là qui critiquent un mauvais jeu vidéo pour son côté nul, gameplay, etc. C'est un truc qui existe et rire avec. Et c'est vrai que sur le cinéma, il y a un nombre de chaînes YouTube incroyable. Alors je parlais de Karim Debache, qui est un peu le king pour moi, le meilleur youtubeur de France de tous les temps. Mais il y a plein de plein, notamment les Américains, comme le Nostalgia Critique aux États-Unis, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui regarde des films pas très bons et qui va passer son temps à dire ce qui va pas, et ce qui devient un peu, parfois ça met mal à l'aise aussi. On se dit mais il s'acharne sur le moindre détail du film et tu cherches même un chef-d'œuvre qu'on adore tous, on va trouver des incohérences ou des trucs qui vont pas ou un acteur qui joue mal à un moment donné. Donc il y a un côté acharnement. En même temps, voilà, on rit beaucoup de ces films-là et ça fait le succès de millions de chaînes YouTube sur Internet. Donc c'est vrai que ça interroge quoi. Mais ce qui est intéressant avec Karim Debache, c'est qu'il fait exactement l'inverse. C'est qu'il prend des films ultra mauvais pour faire des leçons de Pour les défendre, cinéma. en plus, Ouais. Enfin, pour illustrer des questions de théorie du cinéma. Hein. Et au lieu d'aller chercher Kubrick et machin, il va chercher... Ouais. Mais pour dire que tout fait partie de la culture et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture, ça fait très scribe. Mais que tout fait partie de la culture et que tout nourrit la culture, même le pire nanar. D'ailleurs, on sait très bien que les grands réalisateurs, les Spielberg, etc., regardent ce genre de film aussi. Et Spielberg est un fan. Ils les font, oui, parfois. Voilà, donc c'est vrai que voilà, il faut peut-être aussi sortir de la... Et je pense que l'humour permet de parler d'humour, permet d'arriver à ça, sortir un peu de la grande histoire de l'art. Hein. Il faut avoir lu tel truc en SF, il faut avoir lu Asimov, puis passer par Tolkien. Et on peut aussi rater les classiques et prendre du plaisir dans un truc. Et dans le cinéma, c'est très présent, parce que les écoles de cinéma, c'est il faut avoir connu Godard, Citizen Kane. Et en rire aussi de ces œuvres-là, un peu aussi, qui veulent parfaites, ou qui sont canonisées. Tu sais qu'il y a un gros problème de cohérence de scénario dans Citizen Kane, non? Ah, vas-y, balance-nous tout. Qui est là pour entendre ce que dit Rosebud, ouais. Il y avait un enregistreur. Quoi. Mais ça a été parodié Monde de tellement de merde. fois, le Rosebud, en plus, dans la classe américaine. Oui, je pense que c'est important, effectivement. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que ça me met mal à l'aise parfois dans la culture de nanar, c'est le truc de se moquer. Et moi, je sais qu'il y a des... Enfin, j'ai plutôt un truc de... Après, je suis peut-être très bon public, je sais pas. Mais un truc de, bah oui, le film n'est pas parfait, mais il est fait avec du cœur. Et puis, même les trucs pas parfaits, des fois, ça donne des trucs, effectivement, qui peuvent être rigolos et très sincères. Parfois, ça passe c'est un peu chiant, mais voilà. Tel que tu me vois, je suis capable de regarder le Perceval de Romer au premier degré. Hein. Oh, c'est toujours ça. Mais du coup, ouais, je pense que c'est important aussi de dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire de la création, pour écrire un livre. Alors, pour faire un film, il faut déjà avoir un peu plus de budget, donc c'est plus compliqué, mais pour faire des trucs... il y a aussi moyen de faire des choses maintenant sur YouTube, notamment, etc. Et du coup, voilà, je pensais aussi sortir du cadre, en fait, que je trouve parfois, dans les trucs... et limite, parfois, ça me fait plus rire, les trucs présentés comme des chefs-d'œuvre, etc., mais au final, qui sont hyper cadrés,
où la colorimétrie est toujours la même. Enfin voilà, il y a toujours un peu les mêmes trucs de jouer sur. Enfin, genre, je sais pas, je m'étais moqué de Dune par exemple. Genre, oui, ben, Le Lynch ou le. dans le nouveau là. Mais après, j'ai pas vu encore, mais voilà. Mais ou de Elden Ring par exemple, c'est pareil. C'est genre. Oui, mais je sais pas. Enfin, vous savez qu'il y a des couleurs maintenant. Et moi, je suis sur la ligne Lizzie Crodager sur se moquer, en fait. Et peut-être que c'est ça aussi. Je vais revenir sur Astier, parce que vraiment, c'est un truc qui me travaille. Mais parce que, en fait, la question, c'est aussi de savoir quand tu ris, qu'est-ce que tu fais de toi-même. Et ça, c'est une vraie. Ça, moi, je pense que c'est un vrai. Enfin, moi, c'est un truc qui me pose problème. C'est-à-dire que quand tu ris du nana, qu'est-ce que tu es en train de construire comme figure de toi-même en train de rire, en fait. Et donc, du coup, tu fais c'est trop nul, il joue trop mal, et en plus, il est mal monté. Mais en même temps, qu'est-ce que ça te fait à toi dans ce truc-là? Et moi, j'ai vraiment l'impression, c'est un truc qui me met très mal à l'aise avec Kaamelott, que tu n'arrêtes pas de te foutre de la gueule de gens qui sont plus cons que toi, quoi. Et donc, du coup, tu es du côté des rieurs, tu es du côté des gens qui sont malins et qui ont compris que les autres étaient des teubés, mais en même temps, qu'est-ce que ça construit comme image de toi? Et je pense que c'est assez, enfin, pour moi, c'est assez difficile de rire dans un univers qui te met pas dans la même situation, en fait, te met pas dans la même situation de ridicule. En fait, c'est que si tout le monde est des ridicules sauf toi, en vrai, c'est pas marrant, en fait, où il y a quelque chose. En fait, c'est peut-être marrant, mais il y a quelque chose qui se produit qui me convient pas. Est-ce que tu viens pas de résumer la comédie française? Et ben justement, mais en vrai, pour moi, c'était la vraie question sur cette culture du nanar comme ça, c'est-à-dire est-ce que parce que c'est vraiment quelque chose que je me demande, c'est est-ce que Kaamelott fait rire quiconque en dehors, parce qu'il y a aussi beaucoup un truc sur le langage, donc il y a aussi un truc très très dans la langue française qui est une des dynamiques et qui est toujours aussi la même blague sur le langage et qui pour moi se rapproche. Alors attention, pas fait dans la mare, mais se rapproche du courrier des lecteurs du Figaro, quoi. C'est aussi ce truc-là de tu parles pas correctement et tu utilises pas la bonne expression et t'as pas le truc de. Enfin, il y a ce truc-là sur rire de l'incompétence en fait des autres, qui est quand même un truc méga violent en vrai. Enfin, que moi je ressens comme un truc méga violent. Mais parce que Rire d'incompétence, enfin je sais pas, moi le gouvernement me fait beaucoup rire par exemple, c'est pas honteux, quoi. Oui, je pense qu'on pourrait faire. Tu as l'air dubitatif sur cette dernière affirmation. Je pense qu'on pourrait faire très long sur Kaamelott, surtout à Lyon. On va pas trop se lancer. Mais Après, juste moi pour répondre sur le. Enfin, je pense que ça dépend en fait dans quelle posture tu te mets aussi. Moi, je sais que ça me fait beaucoup rire, par exemple, justement les trucs sur la langue, parce que je sais que j'ai souvent tendance à faire ce genre de trucs, à mixer des mots. Et au final, enfin, il y a aussi un côté de créativité en fait quand tu mixes tes. Après, ça dépend. Enfin, c'est toujours. Est-ce que tu ris avec? Est-ce que tu ris de? Et c'est pas toujours effectivement une position claire. Et puis, enfin, et parfois c'est gênant d'ailleurs. Enfin, quand tu. Parce qu'autant il y a la blague raciste où tu as les gens d'un côté qui rient et les gens de l'autre qui rient pas. Mais parfois, tu te retrouves à rigoler avec quelqu'un, puis après, tu te rends compte que tu ris pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. Et ça, c'est un peu la gênance. Et je pense que Mario Bava, par exemple, typiquement, quand il faisait ses films, il arrivait à avoir un peu les deux positions, de rire avec et rire de. C'est-à-dire qu'il faisait son film de manière tout à fait sérieuse, mais il était absolument pas gêné que les gens rient de son film. Parce qu'il a la sincérité et en même temps, il connaît ses limites aussi. C'est ça aussi, c'est connaître ses limites, c'est dire bon bah oui là, je conçois qu'on peut un peu en rire. Et alors justement, on a abordé un peu ce sujet-là, mais j'aimerais bien qu'on termine un peu, parce qu'il nous reste 10 minutes avant les questions, sur la France, parce qu'on a parlé beaucoup d'anglo-saxons et du coup, quid de la France? Alors, on va évacuer le sujet Kaamelott qu'on a bien déjà attaqué, mais il en reste un. Bah, moi, quand je pense imaginaire, alors moi mes références sont plus cinéma, mais quand je pense imaginaire et humour et France, je pense la soupe aux choux en premier. Ou le gendarme et les extraterrestres. Voilà, Aussi. Exactement. Les visiteurs, non? Je sais pas. Les visiteurs, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça, du coup, comédie française et humour et imaginaire, est-ce que ça se marie bien ou pas? Le problème, c'est que très souvent, alors ça c'est un problème de production en France, l'imaginaire est rarement pris au sérieux par les producteurs. Donc à partir de là, est-ce qu'ils ont une approche, enfin je citais le gendarme et les extraterrestres comme truc fait pour un effet de mode en le prenant par le petit bout de la lorgnette, ça fonctionne effectivement pas des masses. Quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour un Michel Galabru ou ce genre de choses, ça ne marche pas. La soupe aux choux un peu plus, parce qu'au départ, ça s'est tiré d'un bouquin de René Fallet, et dans lequel il y avait une dimension de critique sociale, mine de rien. C'est compliqué. C'est le truc, tant que les décideurs ne prendront pas au sérieux l'imaginaire,
injecter de l'humour dedans donnera toujours un truc effectivement assez bancal, je pense. Et bon, en plus, si on met du Christian Clavier dedans, c'est encore un autre problème. Je pense que les dessins animés s'en sortent peut-être mieux avec l'inspecteur Gadget, par exemple. Ah, mais parce qu'on peut faire rire des enfants, mais pas forcément des adultes, quoi. Ou alors, quand on fait rire des adultes, c'est forcément De Funès et Christian Clavier. Je trouve ça un peu triste, en fait. Mais Est-ce que c'est pas les seuls qui avaient la possibilité d'être assez bankable entre guillemets pour avoir un budget pour faire de l'imaginaire, parce que la France ne veut pas mettre d'argent, ce que tu disais tout à l'heure, ne pas mettre d'argent dans les films de genre. Et du coup, quand c'est Clavier ou De Funès à l'époque qui faisait 15 millions par film, on peut se dire allez, on va leur faire une soucoupe volante en numérique, c'est pas grave. Mais alors du coup, par contre en comédie française, non, tu voulais réagir. N'hésite pas. Coupe-moi. Non, pas de souci. Non, il me manque tout, parce que j'ai pas de téléphone malin, mais il y a ce réalisateur qui a un nom imprononçable, qui a fait, c'est très méchant ce que je dis, il est très prononçable, c'est juste que je sais pas le prononcer, qui a fait La fille du 14 juillet et La vie sauvage, peut-être ça s'appelle, dans lequel ils construisent une piste de ski en Guyane, ils construisent Guyanège. Et ça, pour le coup, c'est du film à petit budget, parce qu'il a du mal à trouver du blé, et aussi parce que ça repose sur un autre truc. Attention tunnel. En fait, le truc, c'est que pour faire financer des films, il faut présenter essentiellement un projet et il faut présenter un scénario. Et si tu fais un film marrant, eh ben, il faut présenter un scénario marrant. Et un scénario marrant, ça veut dire qu'il y a des dialogues marrants essentiellement. Et donc du coup, le problème de ça, c'est que ça coupe absolument tout le reste du cinéma, qui est quand même le cinéma est un art qui n'est pas uniquement basé sur le langage, et de tous les trucs qui font marrer où il n'y aurait pas de dialogue, par exemple. Jacques Tati. Voilà. Et donc, Carl Wright. et donc ça, c'est un héritage. Et ce réalisateur, et si quelqu'un a un smartphone, je veux bien son nom parce que c'est trop bien ce qu'il fait, il galère comme un fou pour se faire financer parce que c'est beaucoup des trucs qu'il bosse avec, entre autres, Vima Laponce, qui est une artiste de cirque, en plus d'être une superbe actrice. Et du coup, il y a tous les comiques ensemble. C'est-à-dire, tu as du comique narratif, et puis tu as du comique de situation, et puis tu as du comique de jeu d'acteur, et puis il y a une des bastons les plus poilantes du monde dans ce truc qui se passe en Guyane. Et du coup, évidemment, ça peut exister. C'est juste les cadres matériels de production qui sont pas nécessairement adaptés à ça, en fait, à faire de l'humour en dehors de l'humour à punchline. Et je pense que c'est aussi ce truc-là qui fait que l'humour à punchline et à structure narrative est devenu hégémonique. C'est juste parce que les gens qui mettent du blé, ils veulent savoir à quoi ça va ressembler au final, et tu peux pas savoir à quoi va ressembler au final un truc qui est chanté dansé, quoi. De manière générale, de toute façon, la comédie, même aux États-Unis, est souvent mal filmée, par exemple. Il y a l'esthétique. Alors, je parlais d'Edgar Wright, par exemple, qui est un contre-exemple, il y en a quelques-uns. Mais Est-ce qu'il est anglais? oui, mais je pense à mon anglo-saxon, excusez-moi. Il a fait des films aux États-Unis. Mais du coup, dans ce système-là, c'est rare qu'on voit de l'imaginaire qui, pour nous aussi, nous attire l'œil parce qu'il s'est bien fait, que c'est beau, bien filmé. Et les visiteurs, voilà, les personnages viennent des gros tas de merde, quoi, très très mal filmés. C'est sûr que ça fait pas rêver forcément. Mais moi, j'ai ri quand j'étais petit, les visiteurs. Mais... En fait, je pense aussi, mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Léo, l'espèce de côté où on prend pas de risques, enfin les financiers prennent pas de risques, et du coup, et en plus en France, on a cette espèce de côté qu'on voit aussi en littérature, hein, quand on est auteur d'imaginaire, on n'est pas auteur d'autre chose. Il y a la frontière entre les genres est très très peu poreuse, et du coup, quand un film d'imaginaire est humoristique, en général, c'est d'abord un film d'humour. Et donc du coup, qui répond plus au code de l'humour du film, de la comédie française, hein, d'une manière générale, et pas tant en fait finalement à ceux de l'imaginaire. C'est pas des films qui vont nous parler à nous, fans de SF, et enfin à de rares exceptions près, hein, mais pas tant que ça. Quand un film de ce genre-là est réussi, il fonctionne rarement. Enfin, rappelez-vous Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui est un film hilarant, mais qui a été un four absolu. Qui est génial. Bucaro Banzai, évidemment. Bucaro Banzai, qui est On vous conseille tous ces films, vraiment, n'hésitez pas. Et pour rester sur la France, par contre, il y a un genre qui marche très bien en comédie française avec des éléments d'imaginaire, mais est-ce que ça compte vraiment? C'est la question. C'est le genre de prémisse fantastique. Didier, Jean-Philippe, on invente une prémisse fantastique, on n'expliquera jamais d'ailleurs. C'est un truc très français, ça existe un peu à l'étranger, mais en général, c'est quand même les Américains, ils ont envie d'expliquer quand même au bout d'un moment. Nous, on n'explique pas. On dit il y a un mec qui se transforme en chien et il va sentir le cul des gens. La seule explication, c'est comme une réincarnation, mais en vachement plus accéléré. Je crois, c'est ça. C'est l'explication de Jean-Pierre Bacri dans le film. C'est un peu du réalisme magique en fait. Finalement, c'est ça. ça. Solitude, mais avec de l'humour. Ouais. Il y a de l'humour dans son temps de solitude. C'est la seule chose qu'on arrive à faire en France. C'est ça qui est en humour avec de l'imaginaire. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment dire c'est juste une prémisse fantastique, quoi? Antonin Perret-Jaco. Il l'a retrouvé. Et j'ai entendu la salle dire Téléchat. Et voilà. Oui. Il y avait Topor à la manœuvre aussi. Oui.
On arrive bientôt à la fin et peut-être qu'il va y avoir des questions de la salle ou des remarques ou des retours ou de nous dire qu'on a dit n'importe quoi. N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a les micros qui tournent ou pas. Alors, c'est plus une observation qu'une question, n'est-ce pas? Et ça sera en 8 points par contre. Oui, allez-y au fond. On parlait de l'humour un peu à la française qui essaie de mélanger du fantastique et tout. C'est vrai que ça marche pas trop, mais en même temps, on nous donne pas sa chance. On dit, ah, c'est français, c'est pas les voir. Et je trouve que la bande à Fifi commence à faire des trucs pas mal. Voilà. Ok, hot take. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça? J'ai pas vu le dernier sur le super-héros, mais c'est vrai que pour le coup, ils tentent. Alors j'ai vu même comment il s'appelle, Nicky Larson. Bon, je dirais pas que j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais en effet, il y a une tentative, en tout cas chez eux, de prendre au sérieux les genres, de pas se moquer de Nicky Larson, le manga, même si on pourrait dire que c'est comme le film. Il y en a qui n'aiment pas du tout et donc ils vont dire que c'est déjà en soi une moquerie. Mais en tout cas, ils le prennent au sérieux. Ils prennent au sérieux la génération qui a grandi avec ça. Ils s'en moquent pas. Ils font apparaître Club Dorothée dans le truc. C'est un peu too much de faire à ce point-là apparaître les gens, mais c'est vrai qu'ils essaient de faire quelque chose autour de ça. C'est peut-être une génération aussi qui arrive un peu à l'âge. Parce que Fifi il a 35-40 ans, donc c'est l'âge qui a grandi avec ces choses-là aussi, quoi, avec cette pop culture. Je vous conseille un petit soupe au chou, ça va pas très loin, mais c'est quand même c'est la série OVNI, 2 saisons. Excellente. Ouais. Et pour les Américains, Upload, qui est de la SF pure du cyberpunk, rigolo, et qui a un message social sous-jacent qui est quand même assez évident, qui montre la schizophrénie d'Hollywood avec l'humour. Voilà, c'est un peu Black Mirror en drôle. Ouais, mais il y a énormément de choses, oui, bien sûr. d'anticipation, même de gadgets et de SFX, qui sont quand même super sérieux, qui sont étudiés. Et voilà, et je voulais juste savoir ce que vous pensiez par rapport à la différence avec le cynisme et l'humour, quoi, parce qu'on a parlé beaucoup cynisme en fait. On est reparti pour 1 heure là. En 2 mots. Tu m'as bien regardé? Bon, tant pis. 2 mots, Rick et Morty. Ça marche? Ouais. Parce qu'en termes de cynisme et humour, effectivement. C'est pas la même chose. C'est une réponse élaborée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Ah oui. Vous avez parlé du cinéma français avec les comédies qui étaient pas si drôles, c'est ça? Et je voulais savoir, vous avez déjà donné un peu des explications pour dire pourquoi elles sont pas si drôles, parce que faire rire avec les dialogues et pas les trucs visuels. Et voilà. Et par exemple, vous avez écrit des livres et justement là, vous ne faites pas forcément rire qu'avec les dialogues. Et c'est dommage qu'ils écrivent les scénarios. Non, c'est vous. Le problème, c'est que je sais à peu près gérer les gens. Allez, je vais simplifier. Je peux gérer les connards de l'édition, pas ceux de la production cinématographique qui sont pires. C'est-à-dire que dans l'édition, on trouve le moyen, j'arrive à parler le même langage qu'eux. Les gens de la télé, j'ai essayé. Si c'est pour que ça se termine par des gros titres dans le journal le lendemain matin, un scénariste bute 12 personnes à la scie circulaire, ça ne va pas le faire. Oui, peut-être qu'une des explications, c'est les différentes étapes pour arriver au produit fini. C'est-à-dire que dans la littérature, vous êtes seul avec votre bouquin, enfin avec votre, bon, il y a l'éditeur après, mais vous n'avez pas 15 000 intermédiaires. C'est-à-dire que dans le cinéma, c'est l'endroit où il y a le plus d'intermédiaires. Ça va passer par des tas de productions, il y a des coproductions, il faut que la télé regarde si c'est diffusable à 20h50, etc. C'est sûr que ça va, voilà, il faut avoir un tout petit budget. Et voilà. Ce que j'allais dire, surtout, imprimer un bouquin, ça coûte 2 500 €, hein, et faire sortir un produit audiovisuel, ça coûte beaucoup plus cher. Mon éditeur, il est fou d'avoir mis 2 500 € là-dedans, hein. Mais quelque part, c'est pas énorme. Alors que à partir du moment où on commence à parler en centaines de milliers, voire en millions, il y a toujours des petits monsieur en gris qui vont commencer à regarder ce qui se passe, quoi, et qui vont dire non mais là ça va pas ton truc parce que c'est pas assez drôle. En tout cas, moi ça me fait pas rire. Donc non, en fait on est mieux dans le livre. Ou alors il faut devenir un grand classique adapté plein de fois. Et après, c'est pas les médiums ne sont pas interchangeables à mon sens, et en particulier pas sur des choses aussi importantes que ce qui fait rire. Et que ce qui va faire rire dans un... A priori, hein, je pense, à mon sens, si c'est bien fait, c'est que c'est aussi basé sur ce qui est spécifique aux médiums. C'est-à-dire que si tu fais des blagues en BD, c'est des blagues qui, a priori, si tu veux les faire en cinéma, elles doivent être adaptées parce que ça ne fonctionnerait pas, et réciproquement en livre, etc. Et le truc, c'est que moi, je pense qu'aussi, on a un espèce d'effet tunnel qui est lié au désir des producteurs d'audiovisuel de lire un truc. Et en plus, ils lisent pas beaucoup, donc il faut que ça aille vraiment vite,
et donc qui biaise le fait des œuvres qu'ils vont produire parce qu'en réalité, ils ne voient pas les 90% de ce qui constitue un film parce que tu ne peux pas l'écrire. Mais en même temps, c'est la même. C'est-à-dire que si tu te mets à... Moi, j'ai ça beaucoup avec mes gamins à la maison qui sont fans, par exemple, de Naalbuck ou de Noob. Et du coup, tu as des trucs, tu as genre 3, tu as des romans et des BD et de la vidéo. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu reproduis les mêmes structures narratives et les mêmes blagues. Et pour moi, il y a un vrai manque parce que la littérature peut faire des choses qu'aucun des autres médiums ne peut faire. Et réciproquement, en fait, il y a un truc... et du coup, je boucle parce que j'aime bien les trucs bien bouclés. Mais pour moi, une des découvertes vraiment folles de Don Quichotte, c'est que moi je pensais que c'était un classique chiant comme tout le monde parce que c'est un classique chiant, et en fait il y a un truc sur la liberté narrative qui est dingue en fait, et qui est enfin je veux dire, Dan Harmon peut aller se rhabiller, c'est vraiment parce qu'il y a un espèce de truc de tout le temps saper les attentes du lecteur, et tu crois que tu es dans une scène parodique et puis en fait pas du tout, et puis tu crois que dans une scène sérieuse pas du tout, et puis il y a Sancho qui va se mettre à raconter une histoire et l'histoire elle part totalement que nous et tu comprends pas. Tu as des chapitres entiers où il t'explique que tu peux arrêter de lire parce que ça va être vraiment chiant, et c'est vraiment chiant. Enfin, il y a des trucs que plus personne n'ose faire en termes littéraires et d'humour, et il y a un truc de... Ouais, c'est des endroits... moi je pense que pour que ça marche... Non, pardon, c'est mon goût, en fait, il faut que j'arrête de pontifier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humour d'émancipation, et c'est l'humour qui prend en compte l'endroit où il s'exprime, en fait. Et c'est vraiment tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un « et ». J'ai peut-être ta réponse, en fait, et je rebondis là-dessus. C'est qu'effectivement... Pas une question. Non, mais la réponse de Willy. Le truc, la différence entre l'humour et le cynisme, c'est que le cynisme est souvent attendu. L'humour est basé sur la rupture d'une attente. Une bonne blague, c'est une blague qui vous cueille. Et c'est peut-être là que se situe la différence. Peut-être, hein, ça c'est juste une piste que je lâche comme ça au vent mauvais. Oui, donc ce que tu veux dire un peu, c'est que chaque médium ayant sa spécificité, l'humour de chaque médium va être différent aussi. Et que du coup, on va jouer avec les cadres de chaque médium. Il y a un super film d'ailleurs qui s'appelle Frame, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ce qui est une comédie un peu d'horreur où un gars est poursuivi par le cadre de la caméra. Donc il se fait pousser, quand la caméra tourne, il se fait pousser vers le mur, il se fait écraser contre le mur, il cherche à fuir. C'est un film totalement expérimental, mais drôle et à voir. Buster Keaton est inconcevable en littérature. Bim. Et Terry Pratchett est inconcevable en audiovisuel. Et là, Ils ont je viens de tenté. foutre un Oula, blanc, là. ouais. Mais je sais, ils ont essayé. Ils essayent encore. Hein. Mais, C'est enfin, pas- c'est pas que c'est c'est pas nul, nul. c'est qu'on peut faire drôle, mais on passe complètement à côté du disque monde. Il n'y a pas de note de bas de page déjà, donc ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je vois que ça débat dans les rangs. N'hésitez pas à partager vos débats. Oui. Oui, pour rejoindre un peu plus le livre, effectivement, dans le cinéma en France, effectivement, il y a une question d'argent, je pense, qui des enjeux forts que face personne à part certains cinémas vraiment indépendants comme Montel, qui arrive à faire son propre cinéma et qui fait des choses très drôles, avec s'adaptant au format, l'humour d'enferme dehors, sur scène de Chiquine, effectivement, ce serait un faible en livre. Là, c'est effectivement, pour le moment, en tout cas, les questions sur les Pratchett sont à la télévision, c'est pas terrible. Et les Anglais sont beaucoup plus ouverts, effectivement. Je pense aussi John Scalzi avec L'île de la guerre, où justement, grâce à son humour, ça pourrait être considéré comme de l'humour très bien s'entendre, il reprend les grands codes, mais il arrive à créer un décalage. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un autre qui ne fait pas de l'humour, qui est Chimène Lévy dans son livre Kraken, que j'ai trouvé très drôle. J'ai cru lire un Terry Pratchett sur l'été. Ça, faut le mettre sur la couverture du livre. Ouais, non, mais ça marche. Ils ont effectivement peut-être un peu plus cette culture de l'humour comme objet effectivement de contre-culture d'émancipation plus en France qui l'humour est plus Ouais, on revient à la conclusion que les Anglais sont plus forts que nous, quoi. L'humour français est mort quand Molière a accepté de bosser pour le roi, je pense. C'est une bonne conclusion. D'autres remarques quand même? Oui, encore, oui. Juste une question pour les auteurs, justement, quand vous écrivez, est-ce que vous vous dites spontanément comme ça, allez, je vais écrire un truc drôle, ou est-ce que, en fait, ça vient plus au fur et à mesure? Parce que moi, j'ai toujours
spontanément, moi j'écris des trucs dépressifs. J'ai fait un bouquin drôle et je ne sais pas ce que je fais ici à la base. Donc, mais c'est un autre problème. C'est presque. Toi, c'est dans ton style. Ce que tu racontes. Dans l'île de Peter, par exemple, tu as le style de narration. C'est très sérieux. Voilà, et si ça a été raconté par quelqu'un de triste, ce que tu n'es pas, ça serait. Donc, c'est un humour de style. Voilà, plus que le propos. Comme Pratchett. Il va falloir que je le relise. Mais... Pratchett, c'est l'inverse. Il prend des trucs drôles et son style est sérieux. Toi, c'est l'inverse. Wow. Oui, mais je pense, effectivement, c'est compliqué de chercher, de se dire, je vais écrire un truc drôle pour tout un roman, en fait. Après, on peut avoir un prémisse qui est drôle, effectivement, mais après, ça peut être traité aussi très sérieusement, en fait. Enfin, du coup, je sais pas, enfin, par exemple, le prémisse de Terry Pratchett, là, par exemple, avec la tortue, les éléphants, etc., ça aurait pu aussi donner, enfin, avec un style très sérieux, et puis... donc, du coup, enfin, voilà, est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est compliqué de chercher à être drôle. Ça peut être ponctuel, éventuellement, quoi, de se dire, ah bah tiens, j'ai vu là, tel truc, je trouvais ça rigolo, donc je peux essayer de le caser à un endroit, parce que ça se prête bien, ce genre de choses, mais sinon... Sur tout un roman, non, je pense que c'est plus. Sur le dossier Arkham, je suis parti sur un mode cumulatif, c'est-à-dire que la question que je me posais, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller trop loin. Et donc de toujours aller faire le truc le plus honteux que je puisse trouver en termes d'humour, et que le cumul de ça fasse que le rire du lecteur vienne du truc, de la surprise d'un machin complètement débile, ou que le lecteur, non, il a osé, et que ça parte de là aussi. Donc, et je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, une partie des lecteurs ont plutôt adhéré au truc. D'autres, ça a été un peu frontalement non. Mais donc je sais pas. C'est une vraie question parce que là, j'étais parti en me disant je vais faire un truc drôle et je vais y aller à fond. Donc en rajoutant, mais à la Zaz en fait, pas la chanteuse, hein, les autres. Dans l'esprit un peu Zaz, d'essayer de trouver un truc à chaque page, un truc encore plus débile qu'à la précédente. Donc bon, c'est peut-être une autre, et c'est probablement pas ton approche à ce niveau-là, quoi. Ce qui est bien, justement. Pour compléter la question, du coup, moi j'en ai une, c'est est-ce que, vu que l'humour c'est la surprise, est-ce que vous vous surprenez, est-ce que vous vous faites rire parfois, en disant, j'avais pas vu venir ça, même dans mon écriture. Parfois, je me dis, ouais, qu'il est con, en me relisant, mais... Dans le miroir, le matin. C'est les rares traits d'humour que je peux faire. J'essaie d'en faire le moins possible, en vrai, parce que je trouve ça extrêmement périlleux. Le sang de la cité. Là, mon deuxième roman vient de paraître, donc je suis un bébé auteur, entre guillemets. Bon, j'ai fait des choses qui étaient censément drôles auparavant, mais sous pseudo, comme ça, mais en fait, je trouve ça extrêmement périlleux, et donc du coup, je m'y risque pas. J'ai pas assez confiance en moi pour me dire, tiens, je vais faire un truc drôle, parce que si ça fait marrer personne, ce serait juste passé pour un con. D'où l'intérêt de l'accumulation, c'est-à-dire que le truc, même si effectivement 2 vannes sur 3 sont pas drôles, si la troisième fait mouche, ça passe. C'est vraiment un truc c'est vraiment une astuce de feignant. Hein. La surenchère. J'ai une réponse très amusante. Dit-il d'un ton morne. Vous allez rire. Non, moi, un des trucs qui me fait le plus marrer à faire, c'est de me moquer de choses sérieuses et de faire extrêmement sérieusement un truc complètement con. Et mais d'y passer beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai fait un essai très sérieux qui utilise tous les outils analytiques possibles pour démontrer que Twin Peaks et Beverly Hills sont la même série et que c'est un bréviaire de magie noire. Mais pour faire ça, je me suis retapé tous les épisodes, j'ai pris des milliers de notes, j'ai passé 6 mois en fait. Et du coup, là, il y a un espèce de truc qui, moi, m'amuse vraiment. Enfin, j'ai l'impression, là, pour le coup, de servir à quelque chose, en fait, d'être sur Terre pour quelque chose, parce que j'ai ce truc-là sur le savoir que le savoir accumulé me fait marrer. En fait, il y a un truc qui est un trait d'esprit assez particulier. Et l'autre truc que je fais en ce moment, c'est que j'écris pour mes enfants. Et là clairement, c'est-à-dire que si j'écris des trucs semaine après semaine, un feuilleton que je partage avec mes enfants, et donc ils m'aident à construire les intrigues et tout ça. Et je me suis assez vite rendu compte que si j'écrivais comme j'écris d'habitude, en fait, ça les fait super chier, en fait. Donc je mets des scènes d'action débiles et j'essaie de faire des vannes pour les faire marrer. Et du coup là, ça ressemble plus, ça ressemble pas tant à la littérature qu'à un espèce du stand-up, ou j'en sais rien. J'essaie, donc des fois c'est foiré, et puis des fois on ricane, et alors quand on ricane, on récupère le personnage qui fait rire,
Mais du coup, ça, ouais, ça, je pense que c'est une solution peut-être moins folle que de rester chez soi pendant 6 mois et de faire des blagues qui font rire que soi, et puis qu'ensuite on les montre aux gens et fait ah c'est vraiment pas drôle ton truc. Donc là il y a un truc de retour comme ça. Une peut-être toute dernière question avant qu'on doit rendre la salle. Sinon on peut finir sur la conclusion que écrire de l'humour c'est très sérieux. Oui. Non. Oui, non. Très bien, ben on va vous libérer alors. Et puis merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Et puis n'hésitez pas à aller voir le reste. Hein. Il y a plein d'autres trucs cet après-midi et demain. Merci.